Tomates avec huile d'olive et sel, radis, un bon morceau de Cantal bien affiné, des pommes que j'ai fait revenir avec une sauce Cholula et du filet mignon de porc. Et à côté, nous retrouvons un bon morceau de pain bâtard comme toi si tu ne t'abonnes pas après avoir vu cette vidéo. Si toi aussi tu aimes manger et les muscles, tu es au bon endroit. Laisse-moi déguster mon 4e repas de la journée, on se retrouve ensuite. Écoutez ce doux son. Ça y est, c'est le début de l'épisode 2 de Step Talking. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, tout se passe nickel. Nous sommes actuellement le samedi 21 septembre, il est 20h15. Juste avant que nous nous retrouvions plus en détail afin d'analyser la séance upper que j'ai pu effectuer le 15 septembre, je voulais vous repréciser quelques faits. Parce que j'ai de plus en plus de personnes en visio, je tiens à préciser qu'il me reste encore des places en coaching pour des gens très déterminés ou des compétiteurs, mais que j'ai une forme d'urgence logistique au sens où, afin d'avoir le suivi le plus optimal et qualitatif possible, j'ai des places limitées. Et vu que j'ai de plus en plus de personnes intéressées et plus en plus de personnes dans la maison du muscle, à partir d'un moment, malheureusement, même si vous avez des objectifs très précis et qu'éventuellement je pourrais vous aider, nous pourrons collaborer afin d'atteindre ces objectifs-là, ce sera trop tard. D'autant plus qu'en but de pouvoir optimiser les objectifs de mes athlètes, je fais une forme de fidélisation. J'essaie de les avoir suivant le rapport laps de temps le plus optimal possible, mais également suivant un laps de temps cohérent, assez long sur la durée, qui permettrait à l'athlète de s'améliorer. Tout ça pour dire que je peux encore accepter des gens en coaching, mais que les places sont de plus en plus limitées et que les places ne se rouvriront pas avant un certain moment, facilement 5-6 mois, parce que voilà, je garde mes athlètes sur un moyen long terme et non pas court terme majoritairement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, commentaire ou DM Instagram, et dans tous les cas, vous pouvez également réserver une visio avec moi, c'est gratuit, ça n'engage à rien, ça nous permet juste de parler de vous, de vos objectifs, où vous en êtes actuellement dans votre pratique. Éventuellement, on pourra parler des problèmes que vous rencontrez. Je pourrais vous apporter quelques pistes de solutions en fonction pour que vous puissiez atteindre l'objectif principal prioritaire que vous avez pour l'instant et pourquoi c'est important pour vous. Je pourrais concrètement vous montrer comment je fonctionne dans mes suivis, via mes systèmes de suivi. À ce moment-là, on verra ce qui est le plus pertinent pour vous, mais vous méritez de réussir. Osez changer et exceller, osez avoir ce déclic qui vous permettra d'atteindre votre plein potentiel et d'être enfin épanoui et heureux de ce que vous avez. Sur ce, bonne analyse de séance. Ok, c'est parti, on se retrouve pour la correction de la séance upper que j'ai effectuée le 15 septembre. Le premier exercice de cette séance étant la chest press pour focus la partie sternocostale des pectoraux, donc un mouvement de poussée à l'horizontale. Je vous ai laissé le début de la série pour vous montrer comment je vais me placer, me conditionner par rapport à l'exercice. Vous pouvez voir d'abord que je prends mes repères lorsque je vais me placer sur la machine, mais qu'auparavant, j'ai déjà paramétré la machine de la meilleure manière possible sur mon logbook. À chaque fois, pour chaque exercice, que ce soit machine, poids libre, poulie, je prends des repères de positionnement. Par exemple, je sais qu'en termes d'amplitude maximale, en termes de mobilité active pour l'instant, à vide, je fais ça. Donc, je sais que lorsque je vais me placer sur cette machine, il ne faut pas que j'excède ma capacité actuelle quand je mettrai une charge additionnelle. Donc pour moi, j'ai déjà testé la machine à vide. Je me rends compte que en termes d'amplitude déjà de base sur cette machine-là, il faudrait que je sois réglé sur le cran qui s'appelle cran numéro 3. Ça, c'est pour l'amplitude lorsque je vais faire mon mouvement de poussée. Je sais également en termes de l'assise que pour avoir l'humérus dans un bon axe et pouvoir effectuer une bonne extension de mon épaule, tout en ayant donc le coude ouvert suivant un certain angle pour avoir le maximum d'amplitude et d'étirement de mon pectoral et de ne pas justement être trop élevé pour éventuellement être limité structurellement et mettre en jeu trop deltoïde antérieur, mais pas trop bas non plus pour être majoritairement plus triceps, mais être vraiment bien placé, etc. Bref, ça c'est paramétré avant de réellement entamer ces séries effectives. Et ce sont des choses qui seront standardisées de séance en séance. Ce sont des paramètres qui ne vont pas être modifiés, qui ne vont pas bouger. Et autrement, maintenant, quand nous allons nous placer avant d'effectuer notre série effective, il peut être pertinent de se préparer, comme par exemple moi, lorsque je vais me placer, je vais avoir tendance à lever mon short et également mon t-shirt et le mettre vers l'avant. Tout simplement parce qu'autrement, quand je vais me positionner, peut-être que je vais glisser sur mon t-shirt, ça va me gêner. Également, mon short, s'il est trop bas, quand je vais m'asseoir, ça peut me
le tirer et ça va me tirer au niveau des adducteurs et des ischios. Bref, je me prépare même en termes d'habits à bien me placer pour ne pas te déranger lorsque je vais me placer. Et ensuite, il y aura une phase où tout simplement je vais me positionner, je vais regarder pour la main droite au niveau de la largeur de la prise pour être bien positionné vis-à-vis de ce que je veux. Pareil pour la main gauche, fais attention à avoir exactement le même écartement et la même prise et avoir bien la répartition de la charge sur toute la main, même sur le bord intérieur de la main. Souvent les gens vont tendance à avoir poussé avec le bord externe pour tous les exercices de poussée. C'est notamment visible avec les haltères où très franchement très souvent il y a l'haltère qui rentre vers l'intérieur comme ceci, ce qui va mettre éventuellement beaucoup de tension d'un point de vue des poignets et des coudes et qui moyen long terme peut causer des gênes et des pathologies, notamment au point de vue justement des coudes. Bref, on fait attention à bien se placer dans tous ces aspects là, ça vous donne déjà un aperçu plus global. Et ensuite c'est d'un point de vue purement psychologique, mental, de préparation, en termes plus on peut parler de préparation mentale mais de visualisation de la série, des répétitions, de la charge et même de rentrer dans sa bulle et de se concentrer avant d'entamer ses répétitions. Si tu entames ta série directement, même si tu fais attention à comment tu te places et tu te positionnes directement, tu es en train de parler, tu es en train de rigoler ou tu parlais ou tu rigolais 2 secondes auparavant, t'es pas dans ta bulle et juste tu te positionnes et tu fais ton truc, même si tu as l'impression, imaginons, d'avoir une très haute intensité, et bien rien que par psychologiquement comment tu es actuellement vis-à-vis de l'état dans lequel tu es rentré dans tes répétitions, tu seras très très loin de ce que tu es réellement capable de faire. Donc si tu veux des résultats sérieux, tout simplement prends ton training au sérieux. Et ça passe notamment par le fait, comme énoncé, de rentrer dans sa bulle et de standardiser et de prendre très au sérieux tous les paramètres et toutes les étapes avant de faire ces répétitions et d'ensuite prendre chaque répétition de chaque série comme étant une répétition à part. Chaque mouvement que tu feras sera aussi important dans l'obtention de tes objectifs. Comme les exercices, il n'y a pas de sous-exercices. Ce n'est pas parce que tu vas faire des exercices d'isolation ou monoarticulaire que ces exercices seront moins pertinents et moins intéressants et qui peut te permettre de mettre moins d'intensité que sur d'autres exercices qui seront plus polyarticulaires par exemple. Bon, ça c'est avec des pincettes, ça dépend de ta programmation et de comment tu mets tel exercice et pourquoi dans ta programmation, mais je parle de manière générale, de ce qu'on peut voir généralement avec les pratiquants. Ok, et donc une fois que je me suis bien placé, comme on l'a énoncé avec quelques facteurs, on va rentrer dans le vif. Comme vous voyez, je me prépare à l'exercice et ensuite je vais m'aider de l'énergie cinétique du mouvement de descente pour pousser en même temps. Parce que là, avec cette machine, elle est déjà paramétrée, c'est un peu comme sur les presses horizontales si vous voulez, de telle sorte que, comme pour les machines adducteurs, vous serez en position étirée, donc le plus faible, et toute la tension, vous devrez la mettre lorsque vous commencez dans un moment où anatomiquement vous êtes faible. Donc ça peut être très compliqué même de se placer avec son max d'amplitude comme ça et d'essayer de pousser. Du même principe que si vous faites des exercices aux haltères, de développer incliné ou de développer couché, il faut s'aider de l'énergie cinétique de votre corps ou du balancier de vos jambes pour bien placer les haltères et ensuite directement pousser et ne pas pareil, vous vous aidez là et là vous attendez, vous pourrez pas pousser. C'est vraiment vous aidez, ok, et vous aidez toujours de l'énergie cinétique pour pousser en même temps. Là c'est un peu le même principe, c'est directement je positionne tout bien et je vais m'aider du fait de m'asseoir pour directement, paf, vu que je serai bien placé, paf, directement je pousse. Et là, c'est réellement là que va commencer ma série et c'est réellement une fois que je serai comme ça que je vais commencer à compter mes répétitions. La première répétition entre je me positionne, je pousse, ça compte pas pour une répétition. Et c'est bien de standardiser justement à chaque fois, de séance en séance, également qu'est-ce qui compte comme une répétition en termes de technique, de tempo, d'amplitude, etc. comme on l'a énoncé. Une fois que je pousse, c'est à ce moment-là que ma série commence réellement en termes de répétition à compter, de stimulus qu'on va imposer au groupe que l'on veut bosser. Quelques tips, une fois que vous faites votre mouvement comme vous pouvez le voir en termes de positionnement, il faut que pendant toutes les séries, vous ayez vos points articulaires qui soient alignés avec les fibres musculaires que vous voulez bosser. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir ici, en max d'étirement, en pic d'étirement, j'ai mon poignet et mon coude qui sont alignés et mon avant-bras qui est droit dans l'alignement avec ce que pourra donner la machine en termes de mouvement. Là, la machine, c'est un peu hybride au sens où je devrais avoir une intention de mouvement pas totalement droite, mais légèrement vers le haut et ensuite droit. Car comme je vous l'ai montré avec la vidéo que j'ai mise sur Instagram en story de pourquoi j'ai mis des élastiques sur cette machine, pourquoi c'est cohérent vis-à-vis de la tension que va nous permettre d'avoir cette machine-là. Rapide analyse de machine, la chest press assise, Johnson, cette machine, comme vous pouvez le voir, le point pivot ici, et donc le bras de levier sera plus élevé lorsque vous serez en position étirée, donc quand vous serez en position raccourcie par rapport à votre muscle, donc quand vous serez ici, vous aurez beaucoup moins de tension parce que eh bien, ce sera aligné avec le point pivot. La machine fait que vous aurez magnitude de force plus élevée quand vous serez en position étirée que position raccourcie. Également, la charge est extrêmement réduite. Vous avez ici 91 kg, même si c'est un ratio poulie 1-1, à savoir qu'il y a plusieurs poulies comme vous pouvez le voir. Il y en a une là et une là, mais elles sont toutes fixes, sauf une qui est movible, qui est celle-ci, qui va venir donc seulement rediriger la force, la tension, donc la charge ici, mais donc le poids poussé
poussée sera effectif. Le poids effectif, et c'est pour ça que je rajoute des élastiques pour augmenter de la tension, vu que vous aurez le maximum de tension via la machine en elle-même en position étirée comme actuellement. Si vous ajoutez des élastiques, vous aurez beaucoup plus de tension qui sera accumulée au fur et à mesure du mouvement, et quand vous serez en position raccourcie ici, eh bien vous aurez plus de tension que ce que la machine pourra vous donner. Ça peut être intéressant, notamment si on est vachement limité par les poids, comme vous pouvez le voir également ici. Comme vous avez pu le constater, plus on fera de raccourcissement pendant notre mouvement et moins on aura de tension vis-à-vis de la machine. Mais dans l'idée, comme vous avez pu le voir également, vis-à-vis de l'axe de rotation, le mouvement est très légèrement circulaire quand on va faire son mouvement de poussée. Donc en termes d'intention de mouvement, c'est pareil. Il ne faut pas se dire qu'on pousse de manière horizontale parce que là, il y aurait une déperdition de force. C'est comme si vous aviez une grosse box devant vous et que vous essayiez de la pousser de manière la plus rapide possible sur un terme horizontal. Si elle était par terre par exemple, il serait plus pertinent de directement mettre vos points d'appui au milieu de la box pour la pousser, ce sera bien réparti, et de pousser de manière horizontale. Parce que si vous mettez vos mains en haut de la box et que vous poussez, du coup que vous poussez de manière diagonale vers le haut, il y aura une déperdition de force. Certes, la box va bouger, mais quasi pas finalement, et vous devriez mettre beaucoup plus de force pour bouger cette fameuse box. N'en parlons pas, si vous mettiez vos mains directement vers le haut et que vous essayez de pousser, eh bien elle ne bougera pas du tout. Même si vous mettez vos mains vers le haut et que vous essayez de pousser très légèrement vers le haut, mais vers l'avant, il faudra mettre énormément de force, elle ne bougera pas du tout. C'est pareil également dans l'analyse des machines et des exercices que vous voudriez faire. Il y a toujours cette histoire d'intention de mouvement de ok, le point pivot de la machine est là, ok, la machine bouge de cette manière-là. Donc moi, même si je me positionne de la meilleure manière possible vis-à-vis de mes articulations, de ce que je veux bosser, et bien ensuite, il faudra que j'effectue le mouvement de telle manière que ça matche avec l'amplitude de mouvement de la machine, si vous voulez. Tout ça pour dire que, en l'occurrence là, quand je veux me placer, ok, il faut que mes points articulaires soient alignés, que je sois parfaitement situé vis-à-vis de mon humérus dans l'espace pour avoir le maximum d'étirement possible pour mes pectoraux et la partie donc sternale costale que je veux bosser. C'est pour ça que je suis légèrement surélevé en termes d'assises, car quand je vais pousser comme ça, moi, ça va me permettre d'avoir les bras légèrement vers le bas comme ceci, et non pas un peu plus vers le haut. Naturellement, je suis peut-être même plus costal que sternal majoritairement. Quand je vais pousser, vu que le mouvement il est légèrement circulaire comme ceci, je ne peux pas me permettre de tout simplement pousser droit. Je vais mettre beaucoup de force et ça sera compliqué. Si vous traciez, si vous voulez, votre mouvement un peu circulaire donc, à certains différents moments du mouvement, si on fait des arrêts sur image en termes de direction de force qu'il faudra appliquer, au départ, si on a ce mouvement-là, et bien comme vous pouvez voir, il faudra donner de la force plus de manière diagonale vers le haut. Et ensuite, peut-être au tiers du mouvement, il faudra qu'on fasse un mouvement de poussée plus horizontal. Imagine la scène, si on a notre machine qui permet d'avoir ce type de mouvement, eh bien il faudra pousser comme ça et ensuite comme ça. C'est très grossier, mais vous avez l'idée. C'est pas un mouvement purement droit de si la machine effectivement était sur un plan purement horizontal ou comme ceci, bah là, ok, on pourra pousser de cette manière-là. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Je parle d'être aligné au point de vue des vecteurs, mais comme vous pouvez le voir, j'ai mon coude qui est très légèrement vers le bas par rapport à mon poing, toujours aligné, donc pas vers l'avant, pas vers l'extérieur, toujours aligné, mais le coude qui n'est pas totalement droit par rapport au point comme ceci, mais très légèrement vers le bas. Et bien, c'est tout simplement pour cette histoire d'intention de mouvement où quand j'effectue un mouvement vis-à-vis de tout ce qu'on vient d'énoncer, je serai très légèrement vers le haut, diagonale vers le haut et ensuite vers l'avant. Ok, mon mouvement ne sera pas droit comme ça parce que vis-à-vis de la machine, je peux pas être, je serai limité, mais très légèrement diagonale vers le haut et ensuite droit. Si je me mets de profil, ce serait comme ceci, diagonale vers le haut et ensuite droit. Si l'on mixe un mouvement plus lisse vis-à-vis de ce que je peux faire, on n'a pas peut-être l'impression, mais si on regarde sur la deuxième vidéo, justement, ça donne quelque chose de beaucoup plus naturel, de mouvement, de poussée plus diagonale finalement. C'est aussi à prendre en compte lorsque vous effectuerez vos mouvements pour les effectuer de la meilleure manière possible et ne pas avoir des formes de déperdition de force et de tension qui pourront s'accumuler sur certains tissus. Ça peut faire aussi partie des « oh, j'ai une gêne quand je fais ce mouvement-là, je comprends pas ». Eh bien, il faut analyser le type de mouvement que tu dois faire pour effectuer cette machine. Là, c'est paramétré suivant la machine de base, tu peux pas tellement régler par toi-même, de manière générale, on va dire. Et dans les types de tous les mouvements de poussée désormais purement quand vous effectuerez votre mouvement, il faut toujours laisser les omoplates se mouvoir naturellement quand vous ferez vos exécutions et ne pas se dire je rétracte mes épaules, je les mets vers le bas et je reste comme ça pendant tout le mouvement. C'est très compliqué à s'imager mentalement, mais au lieu de ça, se dire ok, je laisse mouvoir mes omoplates naturellement, mais pendant tout le mouvement, c'est très important, je vais vouloir avoir le sternum qui est l'os ici sur lesquels les côtes vont venir s'insérer pour faire très grossièrement, se fixer. Il faut dire que ce sternum ici, lorsque vous touchez au ressenti entre vos pectoraux là, vous le mettiez vers le haut pendant tout le mouvement, comme s'il y avait quelqu'un qui avait attaché une corde sur votre sternum et qui venait pendant toute l'exécution tirer sur la corde vers le haut, comme ceci. Donc pendant tout le mouvement, hop, sternum vers le haut, le plus possible. Et en plus, si vous faisiez simplement le mouvement d'étirement avec seulement le sternum vers le haut, vous voyez que vous êtes un peu limité. Vous irez à cette amplitude-là. Mon astuce, c'est également pendant l'excentrique, quand vous allez étirer vos pectoraux, ce serait de prendre une
grande inspiration. De telle sorte que, entre ne pas penser sternum vers le haut, mais être totalement neutre comme ceci, et de faire ce mouvement, et ben vous voyez qu'en fait, en termes d'étirement pectoral, j'en suis très peu. J'ai peut-être là 12 cm, même pas. Et naturellement, j'ai mon épaule, même si je la mets en position neutre, le fait de faire une extension d'épaule, j'ai une sorte de rotation au point de vue thoracique. J'aurai majoritairement les fibres du deltoïde et des triceps qui vont être rentrés en jeu pour ce mouvement de développé, et quasi pas pectoraux finalement. Et c'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de pratiquants qui font pas mal de volume en termes d'exercice de développé pour les pectoraux et qui n'ont pas de pectoraux. La technique joue énormément, le positionnement également. Maintenant, si l'on met cette histoire de sternum vers le haut comme énoncé, hop, vous pouvez voir que déjà, très bien, j'ai plus d'amplitude d'étirement du pectoral. Mais c'est pas forcément encore optimal et je peux avoir une forme de perte de stabilité. Donc maintenant, ce que je recommande pour vraiment faire un mouvement optimal pour les pectoraux, c'est on accumule tous les bons positionnements, l'intention de mouvement, bref, tout ce qu'on a dit. Également sternum vers le haut pendant tout le mouvement et pendant l'étirement, je prends une grande inspiration. Ça va nous permettre de passer de cette amplitude-là avec sternum vers le haut à... Vous avez vu la grande différence entre ça, hop, comme énoncé, et... Et donc bien faire attention à standardiser toutes ces répétitions, sternum vers le haut, grande inspiration, je retiens bien l'excentrique, je fais une pause en pic excentrique en gardant la tension musculaire et en ne pas lâchant les poids entre guillemets sur le pic excentrique. Et c'est comme ça qu'on fait un mouvement pour avoir de gros pectoraux, avoir de vrais stimuli d'un point de vue pectoral, être bien positionné également. Ok, le deuxième exercice qui est une shoulder press, un mouvement de développé vertical pour focus les deltoïdes antérieurs, l'avant des épaules en mid-range majoritairement vis-à-vis de la tension que va permettre donc cette machine. Comme vous pouvez le voir, je suis incliné, ce à quoi vous pouvez vous répondre actuellement, mais pourquoi il est incliné, il est mal positionné. En fait, c'est toujours une question de pourquoi tu fais tel mouvement, quel est l'objectif de ce mouvement-là et quelles sont tes capacités actuelles et quels sont les paramètres que te permet la machine afin de pouvoir toi effectuer le mouvement, même si tu essaies de t'ajuster au mieux. Là, vis-à-vis de mes capacités actuelles, je suis limité. Limité parce que j'ai un manque de rotation externe d'un point de vue cléno-huméral, d'un point de vue de l'épaule. Là, c'est vraiment si j'essaie d'avoir une rotation externe sans compenser d'un point de vue thoracique, c'est vraiment ma limitation. J'arrive même pas à atteindre le point au niveau de l'épaule. Alors que de l'autre côté, je peux être même plus que point au niveau de l'épaule. Je peux aller même un peu plus loin, sans tricher. Avoir un mouvement où ça m'obligerait, parce que là, on peut simplement bouger l'assise, mais on peut pas bouger le dossier, on peut pas bouger la largeur des prises, on est très limité sur cette machine en termes de paramètres. Et bien, si je me place, naturellement, je suis obligé, si je me place droit, comme ce que pourrait demander la machine, avec mes possibilités actuelles, je vais juste me déglinguer. Le terme est un peu dur, mais c'est réellement le cas. Me déglinguer les tissus d'un point de vue capsule articulaire de l'épaule, mais également d'un point de vue pectoral et de l'insertion plus claviculaire de mon pectoral. Je ne peux tout simplement pas faire un mouvement strictement droit, comme ceci, comme pourrait donner éventuellement la machine. Ce que je fais pour être toujours deltoïde antérieur, mais également un peu plus la portion claviculaire des pectoraux, et ça tombe bien parce que c'est ce que je veux aussi majoritairement bosser dans mon séquençage actuel de programmation vis-à-vis de ce que je vais améliorer sur mon physique, et bien tout simplement, je vais m'incliner. Parce que d'un mouvement hyper droit, hyper strict, où je ne peux tout simplement pas, moi si je suis droit, le type de mouvement que je peux avoir en termes maximal, vu que ma rotation externe max, c'est ça, le mouvement que je pourrais faire sans être gêné et générer de la force, pour moi, ce serait ça. Donc naturellement, mon mouvement, vous voyez, il serait vachement vers l'avant. Maintenant, si je m'incline vers l'arrière, hop, naturellement, je peux faire un mouvement qui est beaucoup plus droit et je suis très à l'aise et très bien placé vis-à-vis de ce que je veux bosser et de ce que demande la machine. Donc, vu que c'est un ajustement qui a du sens pour moi et qui me permet d'optimiser ce que je veux bosser, je dois également mettre d'autres astuces en compte parce que si je reste tout simplement comme ça, avec mes pieds qui sont au sol, dès que je vais pousser, vecteur de force qui ira donc diagonale vers l'arrière, eh bien, je vais glisser au niveau des pieds et je perdrai donc l'équilibre et hop, je vais tomber de mon assise et éventuellement, je vais également hyper compenser d'un point de vue lombaire et je pourrais accumuler des formes de tension, de gêne, d'autant plus que je suis assez limité, assez gêné à ce niveau-là si je ne fais pas attention à mes mouvements, donc problématique. Pour compenser à ça, j'ai mis, vous ne voyez pas, mais une dalle au sol et j'ai mis un haltère sur cette dalle, de telle sorte que moi, je puisse mettre en place un point d'ancrage au niveau de mes jambes. Hop, je m'incline comme énoncé pour bien faire le mouvement. Là, j'ai la dalle et les poids, je vais venir mes pieds comme ceci sur la dalle et les poids, juste ici, et je fais pression, je pousse. En même temps que je vais pousser là, je vais pouvoir pousser en bas, donc ça fera vecteur de force diagonale vers l'arrière, et vecteur de force, hop, diagonale vers l'arrière de ce côté-là également. Donc ça fait vecteur de force comme ceci, si vous voulez. Ce qui fait que je suis hyper stable, et je peux vraiment générer de la force, et j'aurai pas de pression d'un point de vue lombaire. Bref, c'est le meilleur ajustement que je puisse faire vis-à-vis de mes capacités, et du mouvement que je peux faire avec cette machine. La vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi t'embêter
pourquoi faire à la machine et ne pas faire tout simplement des choses qui te permettraient de pouvoir toi-même t'agencer de comment tu vas placer ton numérus dans l'espace, etc. Comme par exemple un mouvement aux haltères. La réponse est simple, ça demande beaucoup trop de stabilité interne de faire un mouvement aux haltères et dans l'optique de maximiser ma progression musculaire, j'ai envie d'avoir un mouvement où je me dise, pareil, il n'y a pas de facteur limitant et dès que je me positionne bien, je pense juste à quelques paramètres certes, à rester fixe, mais autrement, je pense juste à ma respiration et donner tout ce que je dois donner. Il faut que j'ai le meilleur rapport temps-efficience pour améliorer mon corps. Pour moi, suivant des facteurs également d'appétence, de ce que je préfère, etc., je préfère prendre des paramètres, même peut-être compliqués pour ceux qui s'y connaissent pas totalement, mais les mettre en application sur certaines machines qui autrement pour moi ne seraient pas adaptées, qui rendent un mouvement pas adapté à un mouvement correct, voire très bien, mais également pour quelqu'un qui s'y connaîtrait moins par exemple, ou pour qui ce serait un peu compliqué, effectivement, prendre des mouvements autres que forcément, imaginons la seule machine que vous avez de développer pour les épaules, mais faire des exercices plus, on va dire, simples pour vous-même vous auto-ajuster sans être limité par des facteurs externes de consolidation de machine par exemple, eh bien, ça pourrait avoir du sens tel qu'un développé aux haltères comme on l'a énoncé. Bref, et donc là, encore une fois, comme vous pouvez le voir, en termes de bon positionnement, c'est toujours cette histoire d'être bien aligné au point de vue des points articulaires, donc le pic excentrique, quand je vais régler ma machine, j'aurai le point qui sera aligné avec le coude. Déjà, toujours tester le mouvement à vide, pareil sur tous les exercices, et vous pouvez voir que moi, hop, le max d'amplitude, si je fais à vide, pour être toujours bien aligné point et coude, il faudrait que je prenne la largeur de prise comme ceci, et que l'amplitude que je fasse, une fois que je suis donc incliné comme énoncé, ça me permet justement d'avoir ce type de positionnement. En termes d'avant-bras, je suis bien droit, si vous voulez, je suis, hop, comme ceci, et en termes de largeur également, je suis aligné. Pas avant-bras désaxé comme ceci, pas coude vers l'avant ou vers l'arrière, mais très légèrement, naturellement, dans un plan scapulaire de l'insertion des deltoïdes antérieurs, pronation, comme nous donne la machine. Ça, c'est le paramètre de positionnement de base de la machine pour moi, pour avoir le meilleur positionnement possible. Et ensuite, également, comme vous pouvez le voir, par rapport au point pivot, la machine, elle a un contrepoids derrière et le point pivot s'effectuera entre les deux, entre le contrepoids et les prises qui vont vous permettre de pousser. Le point de pivot est là, donc ça fera un mouvement qui est pour le coup assez circulaire. Quand vous allez faire votre mouvement de poussée, toujours cette histoire d'intention de mouvement, pour ne pas déperdition de force, accumuler des tensions sur d'autres tissus, etc. Et bien tout simplement, il faudrait que votre mouvement, vous soyez légèrement droit, certes, mais également vers l'arrière. Si, encore une fois, on trace le mouvement et qu'on fige certaines images du mouvement pour voir les vecteurs de force que vous devriez mettre, ce serait un vecteur de force au début peut-être plus diagonal vers l'avant, comme ceci, et ensuite plus droit, et ensuite plus vers l'arrière. Ne pas faire un mouvement totalement droit parce que vous l'avez compris vis-à-vis de comment fonctionne la machine, ça fait un balancier, ce sera pas optimal, mais plus comme ceci. Et ça, une fois qu'on a compris, eh bien, ça nous permet justement, une fois qu'on est bien positionné, de bien pousser et de pouvoir encore une fois optimiser tout ce que l'on veut. Bref, et dernière petite astuce, c'est valable pour tous les exercices de développer pour les épaules. On a vu que pour les pectoraux, c'était au point de vue de la respiration, du sternum vers le haut pour l'excentrique. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a également en plus à prendre en compte le coup du, si simplement je me positionne, comme on l'a énoncé, ok, et qu'on pousse, et bien naturellement, comme vous pouvez le voir, j'ai le haut de mon thorax, de mes trapèzes, qui est légèrement projeté vers l'arrière et éventuellement vous serez à chaque fois limité et un petit peu gêné. Ce que je recommande, c'est de faire une sorte de rotation externe de cette partie supérieure de vos trapèzes, de telle sorte que le coude, si vous voulez, naturellement, ça va le mettre un peu plus vers l'avant. Si simplement vous vous placez sur ce que je viens de vous énoncer, même si vous êtes incliné comme moi, vous voyez que le mouvement, naturellement, vous aurez envie de partir vers l'avant, ce que la machine ne vous permet pas. Donc, vous serez quand même limité, déperdition de force, vous serez gêné éventuellement. Si maintenant, toujours l'exemple avec moi, je suis incliné, tac, je fais cette sorte de rotation externe au point de vue du haut thoracique, hop, naturellement, mes coudes également, hop, vont aller vers l'avant, et là, si je pousse, miracle, le mouvement est totalement vertical, je peux générer beaucoup de force, je suis pas du tout limité, même au point de vue de mes capacités actuelles, et je peux avoir le max d'amplitude que je veux, tel que vous pouvez le voir sur la machine également, en étant toujours très aligné au point de vue de la prise, au point de vue de l'avant-bras, du coup du poignet, bref, de tout ce qu'on a dit. Et là, ce sera parfait, et ne pas hésiter, vu que là, moi, je suis assez incliné, donc ça prend aussi en compte la portion claviculaire des pectoraux, à prendre une grande inspiration quand on va descendre, donc je me positionne incliné, rotation des coudes, et donc rotation externe à ce niveau-là, schlac, comme ceci, et grande inspiration quand je descends. Et c'est parfait.
Et c'est comme ça, encore une fois, qu'on fait un mouvement pour optimiser tout ce que l'on veut bosser. Et d'ailleurs, pour les plus assidus, vous pourrez voir que je suis un petit peu décalé par rapport au dossier et que j'ai la prise du côté gauche qui est plus raccourcie de l'histoire d'une phalange, c'est du détail, que de l'autre prise. Vous pouvez voir mon pouce qui est avant le bord métallique, qui est toujours sur le caoutchouc, et là, mon pouce qui est carrément sur le bord métallique. Et donc mon épaule droite qui est un peu dans le vide, contrairement à l'épaule gauche qui est ici. Pourquoi? Encore des questions d'adaptation vis-à-vis de votre individualité. Je suis scoliosé. J'ai une scoliose, j'ai une maladie de Scheuermann, j'ai une hypersyphose, j'ai une hyperlordose, ce qui fait que lorsque je vais me placer pour effectuer certains mouvements, naturellement, je serai placé différemment de ce que l'on peut voir pour la majorité des gens. Pour moi, là, je suis bien placé. Maintenant, si seulement je me place comme ceci et que je fais attention et que j'essaie d'avoir la même prise pour les deux côtés, et si je me plaçais de la même manière à droite qu'à gauche en termes de la largeur, c'est-à-dire que je laissais un espace avec le caoutchouc et mon pouce et je mettais pas ma main plus rapprochée, j'aurai mon avant-bras qui sera désaxé par rapport à mon coude, parce que sur le dossier, vous l'avez compris, je suis un petit peu comme ceci, si vous voulez. Donc là, si je prends encore plus large, ça fera ce type de mouvement. J'exagère, mais c'est l'idée que ça donne. Naturellement, comme vous pouvez le voir, je suis désaxé, ça étire énormément ma portion claviculaire de mes pectoraux, et également mon biceps brachial, la longue portion qui est biarticulaire et qui va également s'insérer au point de vue de l'épaule. J'ai déjà eu des gènes par le passé et c'était tout bête, c'était juste à cause de ça. Donc vis-à-vis de moi, encore une fois, là je suis bien placé, mais il faut que je prenne en compte mon individualité, mes spécificités. Je fais attention, une fois que je suis bien placé vis-à-vis de tout ce qu'on a énoncé. Le côté droit, ok, je peux me permettre d'être un peu sur le caoutchouc encore une fois, ok, c'est mon point de repère. Le côté gauche, je me place exactement pareil, mais je me dis, je le sais, je l'ai vu en me filmant, d'où l'intérêt de se filmer pour avoir un retour objectif externe pour la prévention des blessures. J'ai fait un réel sur Instagram que je t'invite à aller voir, mais donc je sais que par rapport à droite, je vais me décaler environ d'une phalange. Pour moi, le point de repère, c'est le bord métallique. Tac, pour avoir l'impression éventuellement, mentalement, pour se dire qu'on est trop rapproché, finalement, non, vis-à-vis de tout ce qu'on vient d'énoncer, je serai parfaitement situé. Je serai comme ceci, alors que si j'étais placé comme à droite pour le côté gauche, si j'exagère, hop, je serais comme ceci. Hop, maintenant vous commencez à comprendre l'idée. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent paraître de l'ordre du détail, mais qui finalement, si l'on prend tout en compte, vous voyez que c'est beaucoup plus précis. Ce qui peut paraître de l'ordre du détail est primordial pour tes objectifs, pour l'obtention de tes objectifs, mais également primordial pour ta santé. Et également, nous n'oublions pas de replacer la machine pour avoir toujours les bons paramètres, parce que ça peut paraître bête, mais vis-à-vis de comment je place mon point d'ancrage au point de vue des pieds, là, je mets le max de la machine, donc elle bouge facilement vis-à-vis de mes deux vecteurs de force. Il se peut que la machine, paf, elle se décale un petit peu. Si je ne fais pas attention et que la série d'après, je me replace exactement pareil et que je fais mon même mouvement, je peux mettre beaucoup plus de tension d'un côté que de l'autre, parce que vu que la machine se sera décalée, mais que moi je me positionne exactement pareil qu'auparavant, et ben il peut y avoir un décalage qui se crée entre justement la partie supérieure, la partie inférieure de votre corps, etc. Bref, toujours faire attention à bien tout repositionner pour bien tout standardiser à chaque fois que vous faites vos mouvements. Ok, nous passons désormais pour le premier exercice focus grand dorsal, donc la portion iliaque du grand dorsal en position étirée. Alors je vais pas trop m'étayer sur cette exécution et cet exercice-là dans la dernière vidéo séance pull que j'ai analysé. J'ai vraiment pris le temps justement de dire pourquoi cet exercice, comment le faire, ce que ça m'apporte, etc. Là, simplement pour dire que je veux prioriser sur mon physique le grand dorsal vis-à-vis de mes trapèzes qui sont tout de même assez, voire plus développés. C'est pour ça que même dans cette séance-là, je vais focus, dès que je commençais par un exercice de dos, par du grand dorsal et non pas des trapèzes, et toujours faire un exercice en unilatéral, tout simplement parce que, j'en avais parlé également dans la dernière vidéo, mais d'un point de vue convexité de la cage thoracique, densité d'un point de vue de largeur des clavicules, faire un mouvement en unilatéral et même avec plus de tension en position étirée, on va dire, éventuellement, c'est ce qui permettra de mieux faire le mouvement et d'avoir le plus de stimulus possible, un meilleur gain musculaire, que faire un mouvement potentiellement en position raccourcie ou que faire un mouvement éventuellement bilatéral. Il se peut qu'on soit limité en termes de rotation interne ou en termes de positionnement. On se retrouve à faire un mouvement plus focus trapèze et facteurs compensateurs comme par exemple les fléchisseurs du coude. Pourquoi je fais le dos en troisième exercice et non pas dans les deux premiers exercices? C'est penser vis-à-vis de ce que je veux améliorer sur mon physique. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une séance push avant de faire une séance pull. Là, pour ce upper, je recommence par des exercices de poussée parce que c'est la chaîne antérieure de mon corps, du haut de mon corps, que je veux majorer par rapport à la chaîne postérieure de mon corps. Mais sur la chaîne postérieure, c'est tout de même le grand dorsal que je veux améliorer, portion thoracique, iliaque ou lombaire par exemple, vis-à-vis de mes trapèzes. Donc, tout de même, quand je vais faire plus des exercices de tirage pour le haut du corps, ce sera focus
grand dorsal. Bien sûr, entre chacune de ces séries, on n'oublie pas de noter ce que l'on fait en termes de répétition et de charge sur son carnet d'entraînement. C'est important, encore une fois, pour témoigner éventuellement d'une forme de surcharge progressive et ou de progrès et de pouvoir adapter pour la semaine suivante vis-à-vis de ces adaptations et de ne pas seulement se fier aux charges et de se dire ok, il faut absolument que je mette plus pour avoir plus de progrès et de voir donc la charge à ce moment-là comme une fin en soi pour atteindre un objectif alors que non, c'est un moyen. Ou autre fait de se dire, je sais pas trop ce que j'ai mis comme charge la semaine dernière, je crois que j'ai mis ça, je crois que j'ai fait ça comme répétition, mais je suis pas sûr, je crois que j'ai fait 3 séries ou 4 finalement. Ah mince, je sais plus trop. Écoute, allez, pour être sûr de bien faire, je vais mettre 4 séries et je vais essayer de me faire peut-être 12 répétitions, je vais mettre cette charge là et puis je vais voir et si jamais finalement c'est pas assez, je vais faire le plus de répétitions possible. Plus tu peux quantifier de choses, plus tu peux être sûr sur certaines variables, plus tu sauras où t'améliorer, surtout tu sauras si tu t'améliores et plus tu pourras ajuster. Si tu prends ta pratique au sérieux, marque sérieusement ce que tu fais pour avoir un vrai schéma de progression. 4e exercice, on se retrouve cette fois-ci pour un rowing à la poulie basse pour bosser majoritairement les trapèzes inférieurs et médians, rhomboïdes et terrestres en position raccourcie, un tirage avec toujours la prise prime et les coudes légèrement ouverts. Il y aura éventuellement même un petit peu de deltoïde postérieur en série indirecte. Pourquoi cette prise prime alors que vous pouvez me dire oui, mais tu pouvais prendre une prise qui te permettrait une prise pronation, comme ça tu auras mis des sangles, tu aurais moins de facteurs limitants au point de vue des fléchisseurs de coude, donc de la poigne, donc tu aurais pu aller plus loin dans l'intensité. J'en ai déjà parlé dans la dernière séance pull, c'est tout simplement que il y a quelques temps, j'ai eu des gênes au point de vue de l'insertion distale de mon brachial et à chaque fois que j'avais une abduction et une rotation externe pour les mouvements, par exemple prise pronation, et que je cherchais la protraction, enfin l'étirement complet, j'avais une forme de gêne. Et avoir une prise plus neutre me permet de ne pas avoir de gêne, de chercher une bonne amplitude pour focus ce que je veux bosser, également de me limiter dans l'intensité de l'effort justement de mon grand dorsal, parce que c'était par des phénomènes de compensation que j'ai accumulé ces phénomènes de gêne au point de vue du brachial, de l'insertion des tendons, car comme énoncé encore une fois dans la dernière vidéo, quand j'avais des prises pronation, que ce soit en tirage horizontal ou en tirage vertical, je ne cherchais pas forcément l'étirement complet de ce que je voulais bosser, mais je cherchais juste l'étirement pour plus d'étirement. Or, le trop est parfois l'ennemi du bien, et chercher un maximum d'étirement, je faisais une extension du coude et ça mettait beaucoup de tension d'un point de vue des tendons et notamment du tendon du brachial, d'insertion du brachial, notamment sur un exercice à la poulie basse où vous aurez le même type de tension et la même tension pendant tout le mouvement parce que la poulie ne sert qu'à rediriger la force. Bon, après il y a des ratios de poulie donc vous aurez plus ou moins réellement la tension, la charge je veux dire qui est indiquée, mais dans l'idée là vu que vous restez à 90 degrés par rapport à votre point pivot, et bien le bras de levier sera le même pendant toute durée du mouvement. C'est pour ça qu'on dit que vous bossez en position raccourcie, c'est parce que naturellement vous serez en position raccourcie et vu que vous aurez la même tension pendant tout le mouvement, également vous serez en position raccourcie vis-à-vis de la poulie pour avoir le maximum de tension. Et également ce que je voulais dire là, c'est que là par exemple, si je veux chercher totalement l'étirement, non seulement j'aurai beaucoup de tension parce que comme on l'a énoncé, la même tension pendant tout le mouvement, attention, d'autant plus que d'un point de vue des trapèzes et comme on l'a dit, entre vous mettre comme ceci, là j'ai l'étirement complet, vous voyez même que je fais une protraction de mes omoplates et vous voyez que le coude il est légèrement fléchi, je peux dissocier ce qui est contraction étirement du grand dorsal de faire une extension du coude. Si je fais ce mouvement là, je peux totalement bosser mes trapèzes, les étirer, les raccourcir et je mets beaucoup moins de tension d'un point de vue des fléchisseurs de coude de si je voulais faire ce type de mouvement là. Et là c'est ce que je faisais, que ce soit sur tirage vertical ou d'avoir ce type de mouvement, je cherchais totalement à décoller et à tendre mes bras. Pareil pour ce type de mouvement en position raccourcie plus horizontale également, j'étais au lieu d'être éventuellement comme ceci, comme je fais maintenant, j'étais comme ceci et donc beaucoup de tension qui était accumulée vis-à-vis de tous les autres paramètres de mes entraînements parce que j'ai beaucoup de volume, beaucoup de fréquence et beaucoup d'intensité et il suffit d'un petit paramètre, d'une petite variable qui change par rapport à ce que je fais que vu que j'essaie de tout optimiser, et bien très rapidement je peux accumuler des formes de gêne. C'est pour ça que même mon sommeil et tout sont paramétrés. Tout est tellement calibré pour que je puisse tout optimiser que des petites variables comme ça, encore une fois, qui peuvent paraître de l'ordre du détail, de faire une extension du coude, d'aller chercher trop d'étirement par rapport à ce que je fais d'habitude, et rapidement, paf, ça ne manque pas, ça peut me causer certaines petites gênes. Éventuellement. C'est pour ça qu'avant ce mouvement-là, j'étais sur un mouvement plus de tirage horizontal, mais à la machine, qui était plus hybride avec ce type de mouvement-là. J'avais plus de tension en position étiré cette fois-ci, entre étiré et mid-range avec la machine, mais j'ai dû arrêter parce que je mettais le max de la machine, voire un peu plus. Ça me mettait beaucoup de tension d'un point de vue des côtes, même si j'étais pas sur les côtes flottantes et j'étais plus sur les côtes hautes, mais même si je mettais un tapis, le fait d'avoir le dossier ici et de s'incliner, ça me faisait pression, ça me coupait la respiration, c'était vraiment hyper désagréable comme type de mouvement. Et pareil, j'étais de toute façon en prise pronation, et même si je me plaçais bien, et bien j'avais cette forme de gêne qui s'accumulait au fur et à mesure du temps. Je suis également un peu petit, donc il fallait que je mette des points d'ancrage au niveau de mes jambes et que je mette aussi des dalles et des
poids pour bien positionner, pour bien faire des vecteurs de poussée. Enfin, le mouvement était un peu compliqué à mettre en place. Quand je faisais le mouvement, je n'étais pas du tout à l'aise, même si je faisais le mouvement parce que je m'étais très lourd et que ça me compressait la cage thoracique malgré tout. Et qu'en termes de toute façon de comment je devais me positionner pour faire le mouvement à la machine, au fur et à mesure, on l'a vu, j'ai fait ce que j'avais à faire sur ce mouvement-là. J'avais plus de défauts que de bénéfices maintenant à continuer sur cette machine. De toute façon, j'avais le max de la machine. C'est pareil que pour le tirage vertical, pour le tirage horizontal. Je suis actuellement en une phase de transition au sens où je vais chercher pas mal de volume. Je vais chercher à recruter ce que je vais recruter, mais tout en ayant une forme de réhabilitation, en tout cas de minimiser les tensions que je pourrais avoir d'un point de vue tissu annexe, comme éventuellement les fléchissures du coude. Et c'est pour ça que là, je passe sur un exercice de poulie basse, alors qu'il y a d'autres facteurs limitants qui peuvent être pris en compte, comme le fait de ma prise éventuellement qu'on va énoncer, comme le fait que je dois moi-même mettre point d'ancrage et avoir une très grosse stabilité interne et faire hyper attention à avoir le buste qui reste droit pendant tout le mouvement pour ne pas tricher en termes de flexion ou d'extension thoracique. Mais c'est vraiment, je reste hyper fixe, je gaine énormément, je place bien mes jambes et juste après, je fais attention à étirement complet sans totalement faire une extension de coude et contraction complète en restant le plus droit possible. Voilà, et en mettant donc quand je vais faire mon pic concentrique, la cage thoracique vers le haut et ne pas essayer de compenser. Si l'on cherche le plus de masse musculaire, je pense qu'il peut être pertinent d'avoir les exercices qui nous permettent le maximum de stabilité pour juste se focaliser sur l'intensité qu'on pourra mettre, la proximité de l'échec sur une tâche donnée musculaire. Donc éventuellement faire un exercice plus sur une machine et non pas la poulie basse comme je fais là, ça pourrait être mieux, mais encore une fois, vis-à-vis de mon contexte, de tout ce que j'ai énoncé et d'autres paramètres encore, c'est pour ça que je fais une phase de transition et que je suis actuellement ici. Sur cette exécution là, je reste bien droit comme énoncé et je vais chercher à faire une protraction de mes omoplates, les envoyer vers l'avant tout en essayant de ne pas bouger d'un point de vue thoracique pendant tout le mouvement. Ok, 5e exercice, on se retrouve pour un mouvement d'adduction transversale pour bosser la partie plus costale des pectoraux sur un pec deck qui est convergent, légèrement vers le bas. C'est pour ça que je dis partie plus costale, parce que via comment vous placez votre humérus et encore une fois cette histoire d'intention de mouvement que vous induit la machine, vous êtes obligé d'aller légèrement vers le bas, plus dans l'alignement des fibres costales que vous voulez travailler. Normalement, je le fais sur un autre pec deck qui est quant à lui plus horizontal, purement horizontal. Là, il était pris, j'ai dû aller sur cet autre pec deck, ce n'est pas très embêtant. Dans l'idée, on retrouve à peu près les mêmes principes que pour les mouvements de développé, pour les mouvements d'adduction, pour bien focus les pectoraux. On fait attention à avoir le sternum vers le haut pendant tout le mouvement. On prend une grande inspiration quand on cherche l'étirement et également, chose qui peut être intéressante, c'est ne pas se dire qu'il faut rapprocher les poings, ça n'a pas d'intérêt. On se rappelle que les pectoraux vont s'insérer au niveau du haut de l'humérus. Dans l'idée, c'est juste une histoire de plus rapprocher ses biceps. Mentalement, une fois qu'on se positionne bien, on se dit, ok, je vais devoir rapprocher mes biceps le plus possible. Il faut que mes biceps viennent se rencontrer. Et c'est en faisant ce mouvement-là, mentalement, image mentale, mes biceps doivent venir se toucher que, hop, naturellement, j'ai mes coudes qui vont venir être droits et alignés pendant le mouvement. Et hop, c'est ce mouvement justement de contraction pectorale qui va permettre de venir faire le mouvement d'adduction. Et non pas, hop, ce mouvement-là où là, j'ai aucune activation, aucune contraction de mes pectoraux. Si on se retrouve plus sur un pec deck horizontal habituel, on va dire, c'est on se positionne de telle sorte à avoir les mains qui se situent vers le milieu des pectoraux, voire très légèrement vers la partie costale, suivant comment on est plus à l'aise et ce qu'on veut bosser. Ensuite, éventuellement, on peut mettre les fessiers vers l'avant pour avoir le buste vers l'arrière pour s'aider d'un point de vue ouverture thoracique, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment sternum vers le haut et je fais attention, je ramène mes pectoraux entre eux, mes coudes, je fais attention à pas les mettre vers le bas, mais faire une sorte de rotation externe pour être droit, toujours les points articulaires alignés vis-à-vis du vecteur de force, de l'intention de mouvement que je dois mettre via la machine. Si je mets mes coudes vers le bas, hop, ce mouvement-là, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de déperdition de force parce que je serai désaxé. Il faut que rotation externe, comme j'ai dit, tac, comme ça le mouvement horizontal, je suis bien aligné, je pourrais vraiment avoir une bonne redirection de l'attention au point de vue des fibres que je veux bosser. Pareil, on fait attention à ne pas tricher, comme pour les exercices d'élévation aux haltères, ne pas tricher avec les bras de levier, au sens où, non, je ne vais pas venir fléchir mes coudes, je reste pas totalement tendu, mais très légèrement pendant tout le mouvement, et vers l'excentrique, éventuellement, je peux très légèrement encore plus plier mes coudes pour me permettre un meilleur étirement, au sens où, là, si je reste droit et que je cherche l'étirement complet, je m'arrête là et j'ai beaucoup de tension d'un point de vue des fibres de mes fléchisseurs du coude, notamment mon biceps brachial, alors que si légèrement, hop, je plie un tout petit peu, je peux aller beaucoup plus loin en termes d'étirement des pectoraux et j'ai quasi pas de tension d'un point de vue des biceps. On peut commencer le mouvement en ayant les bras quasiment totalement tendus et très légèrement, on reste comme ça, et quand on arrive vers 90 degrés par rapport à ses épaules, très légèrement plier ses coudes et chercher encore plus d'amplitude d'un point de vue donc bilatéral. On le fait sans charge externe et on regarde à quel degré on peut aller. Et ensuite, tac, on fait le mouvement tout en ayant cette forme de rotation externe pour être aligné avec les vecteurs de force induits par le mouvement. Avec
L'inspiration, ça donnerait quelque chose comme... Et comme vous le voyez, j'ai toujours cette histoire de je dois venir rapprocher mes biceps et donc hop, là mon mouvement de pectoral, d'adduction, il s'arrête ici. Est-ce que je dois toujours aller chercher le max d'amplitude sur mes mouvements? Non, là encore une fois, ça n'aurait pas de sens parce que vos pectoraux s'insèrent au niveau de l'humérus. À partir de ce moment-là, et bien tout simplement, vous n'aurez pas plus de raccourcissement parce que de toute manière, vous serez limité et vous avez votre humérus qui est contre votre poitrine. Donc là, la tension va totalement s'accumuler sur votre poitrine et il n'y en aura pas de manière additionnelle, je veux dire, en termes de force. Et surtout parce que, en fait, là, ça va pas gratter plus d'amplitude en termes concentriques. S'arrêter pour votre pec deck sur cette amplitude là, ok, bah pour moi c'est le max et ça sert à rien d'aller plus loin. C'est encore une fois quel est le mouvement que vous faites, pourquoi vous voulez le faire et quels sont les points d'intérêt, les points articulaires d'intérêt pour faire ce mouvement. Ok, anatomiquement, qu'est-ce que me permet ce type de mouvement? D'accord, bon bah ok, ça s'insère là. Là je vois que je suis limité par exemple et si je vais plus loin, je vois pas forcément plus de contraction et de toute manière je suis limité parce que bah ça tape contre mes structures. Mon amplitude max par exemple c'est là et en termes d'étirement, moi avec mes capacités actuelles, même si je fais ma très légère flexion au niveau du coude pour pas avoir trop d'étirement biceps brachial, en bilatéral, mon étirement complet pour moi ce serait ça. Donc ça sert à rien que je règle la machine pour avoir encore plus d'étirement, je vais juste me flinguer, j'ai pas les capacités pour. Et en termes de raccourcissement, ça sert à rien que j'essaie de donner de l'élan et de faire ce type de mouvement parce que je perds de la tension sur l'endroit que je veux bosser. On retrouve exactement les mêmes principes mais sur une machine plus convergente pour la partie costale vers le bas et avec plus cette idée de simplement bouger ses humérus justement parce que ça a du sens vis-à-vis de ce que je viens d'énoncer et non pas tout le bras. Sixième exercice de la séance que sont les élévations latérales pour focus, les deltoïdes médians en position raccourci. Encore une fois, je vais être succinct parce que j'ai déjà analysé pourquoi je fais ce mouvement, dans quel contexte dans ma dernière vidéo, séance pull. Simplement, ce que je peux préciser en plus, par exemple, c'est que j'ai 110 degrés d'abduction parce qu'il semblerait qu'on ait un raccourcissement plus complet du deltoïde médian quand on est dans ces 110 degrés d'abduction. Maintenant, il faut prendre en compte aussi le fait que ça se rejoint plus d'une élévation Y, donc qu'on mettra aussi plus en jeu tout ce qui sera trapèze, notamment inférieur et médian vis-à-vis d'un mouvement d'élévation où on se contentera vraiment précisément à s'arrêter dans les 90-95 degrés. Et également, ça fait partie de ces mouvements-là où il faudra faire très attention à la technique parce que très rapidement, on peut compenser. Notamment, j'avais parlé du fait de céder de l'énergie cinétique du mouvement au début avec d'autres groupes musculaires. Et donc là, si on cède des trapèzes pour élever, on n'a pas eu de tension. Là, le poids va venir flotter sur ces amplitudes-là. On n'aura pas de tension d'un point de vue, encore une fois, du deltoïde médian. Bon, je vous renvoie à l'autre vidéo. Mais dans l'idée, c'est pour ça également que je suis incliné sur le banc et que j'ai mes pieds qui sont vers l'arrière parce que avec le positionnement que j'ai actuellement, je ne peux pas, même si je voulais tricher, en termes de flexion et d'extension thoracique, surtout d'extension thoracique. C'est vraiment full abduction, je n'ai pas le choix. Si je me mets bien dans le plan scapulaire, donc vraiment spécifique sur ce que je veux bosser. Maintenant également, ça me met beaucoup de pression sur mes points d'ancrage, sur mes points d'appui, et c'est pour ça que je m'arrête lorsque je vais commencer à sentir que je vais trop compenser d'un point de vue début du mouvement avec les trapèzes, ou quand je sens que je commence à détériorer mon mouvement au point de vue justement de mes points d'appui. Et là, c'est derrière le cas que j'ai tout simplement glissé au point de vue de mes pieds parce que je commençais à vouloir trop tricher et m'aider en poussant dans mes pieds, et vu que je suis incliné, et bien forcément, ça a glissé, et également, je me suis arrêté parce que je commençais à avoir beaucoup de congestion point de vue du trapèze, parce que je commençais à compenser pour le début du mouvement. Donc là, je vais m'arrêter quand je serai dans une proximité plus de l'échec technique, comme si c'était un gros mouvement d'exercice polyarticulaire, comme si par exemple c'était un Romanian deadlift, et non pas m'arrêter à l'échec musculaire sur une tâche donnée. Du point de vue du deltoïde médian, là je serai limité par d'autres facteurs vis-à-vis du mouvement que je veux, de comment je désire le bosser. Toujours avoir cette forme de cohérence quand de semaine en semaine, on va essayer de quantifier sa progression, et bien il faut aussi faire ça, savoir pourquoi on le fait, et garder ce type de procédé à chaque fois. Et enfin, dernier exercice de la séance, que sont les extensions pour focus, les triceps en position raccourcie. Je suis par terre, j'ai une corde dans chaque main et pendant tout le mouvement, je vais faire très attention à garder une bonne extension d'épaule, donc à savoir mon coude derrière mon buste. Alors, chaque chose en son temps, déjà, pourquoi avoir une corde dans chaque main? Tout simplement parce que si vous prenez juste une corde en bilatéral, vous serez très limité en termes d'amplitude. Vous aurez ceci en termes d'amplitude. Votre coude vous permet, en termes d'extension, d'aller beaucoup plus loin que ça. Si vous cherchez la contraction et l'étirement maximal de votre triceps, vous pouvez faire, au lieu, non pas seulement ça, mais tout ça. Vous pouvez même aller, non pas à 90 degrés, mais à 110 degrés en faisant une sorte de rotation externe pour maximiser la contraction de votre triceps en fin de mouvement. Mettre une corde dans chaque main, ça peut être pertinent parce que vous n'êtes pas limité en termes d'amplitude et vous pouvez aller beaucoup plus loin en termes de contraction et également d'étirement, donc un mouvement, on va dire, avec plus de stimulus, en tout cas plus d'amplitude musculaire. Maintenant, pourquoi avoir les coudes derrière le buste et bien garder derrière le buste? Anatomiquement, vu que je veux bosser en position plus raccourcie, je vais me mettre dans une position anatomique où je serai
raccourci en termes d'insertion et d'origine de mes triceps avec l'extension d'épaule. Là aussi, éventuellement, je voulais focus un mouvement plus étiré. Je parle purement de placement anatomique, pas de tension annexe. Et bien, anatomiquement, si je voulais tirer mes triceps, je me mettrais avec, par exemple, le coude derrière la tête, comme ceci. Là, j'aurais anatomiquement l'étirement le plus complet pour les triceps. Ou sinon, je suis limité dans mes capacités actuelles et que je ne suis pas capable de mettre comme ceci et d'effectuer de la force, de générer de la force. Je pourrais mettre dans une variante, par exemple, un peu devant soi, comme ceci, toujours haut, et faire ce type d'extension. Ça reviendra au même, je serai toujours en position étirée. Par exemple, imaginez, j'ai une poulie qui est ici, et bien je vais me mettre, tac, je peux même mettre un point d'ancrage et je ferai ce type de mouvement pour être en position étirée. Ok, je parlais seulement d'un point de vue purement anatomique parce que maintenant, d'un point de vue réellement de si on bosse en position étirée ou raccourcie, c'est pas seulement, ok, anatomiquement je vais en position raccourcie par exemple, donc je vais bosser en position raccourcie. Il faut prendre en compte, c'est très important, sur quel type de mouvement vous allez faire et quel type de tension sera induit par ce mouvement. Par exemple, si vous êtes placé sur une poulie, purement, il y aura beaucoup de facteurs à prendre en compte, comme par exemple la hauteur à laquelle vous allez régler la poulie, la distance à laquelle vous allez vous placer par rapport à la poulie, si vous allez vous incliner par rapport à la poulie. Enfin, c'est toujours cette histoire de voir entre votre point pivot et le tirage, vecteur de tirage de la poulie, à quel moment vous allez être à 90 degrés entre les deux. Et c'est à ce moment-là que vous aurez le maximum de tension. Là, vis-à-vis de moi, comment je suis placé, je serai à 90 degrés, donc j'aurai le maximum de tension quand je serai relativement en position raccourcie. Et là, ça peut être compliqué de standardiser ces répétitions, mais mon erreur, il y avait quelqu'un qui s'entraînait à la poulie juste derrière moi. Normalement, je me place un petit peu plus en arrière. Dans l'idée, vu qu'il y avait quelqu'un derrière, j'ai pas assez réfléchi et j'ai tout simplement réglé en position 16 comme habituellement, et avec mon positionnement habituel, j'étais plus en mid-range qu'en raccourci en termes de tension, maximum de tension. Dans l'idée, si je voulais avoir toujours le plus de tension en position raccourcie, il aurait fallu soit que j'augmente la hauteur de la poulie et que je me rapproche, enfin c'est toujours une question de soit je règle la poulie ou soit je me règle moi pour avoir toujours le maximum de tension à l'endroit où je veux. Mais comme pour les machines, se dire ok, je règle la hauteur de la poulie, après je me place un peu n'importe comment, et à partir du moment où j'ai ce positionnement là d'un point de vue anatomique, ça veut dire que je bosse et que j'ai le maximum de tension dans ce type de mouvement, cette amplitude là, c'est faux. Il faut faire très attention à ça. Bon bref, c'est un petit peu technique, mais dans l'idée ça donne déjà quelques pistes de réflexion de pourquoi je fais cet exercice là et comment, et ensuite pourquoi je me mets par terre. Et bien tout simplement c'est pour avoir encore une fois le plus de points d'ancrage et de points d'appui pour être bien stable vis-à-vis du mouvement que je vais faire. Si j'étais debout, ça serait pas possible parce qu'il faudrait que je sois vraiment sous la poulie, autrement je serais emporté par la charge, et si j'étais un peu en retrait par rapport à la poulie et debout, pareil, je pourrais pas avoir de maximum de tension en position raccourcie parce que je serais trop élevé. D'un point de vue stabilité, d'un point de vue de ce que je veux bosser, ça a du sens, mais il faut en avoir conscience et ça peut être compliqué à paramétrer pour certaines personnes. C'est pour ça que est-ce que c'est un exercice que je recommanderais pour la majorité des gens qui veulent précisément être sûrs du stimulus qu'ils vont donner à leurs muscles en termes de positionnement anatomique et en termes également de matcher avec la tension, la résistance si vous voulez de la poulie? Pas forcément, c'est un petit peu complexe. Parce qu'encore une fois, en termes de standardisation de mouvement et de savoir s'il y a une réelle progression ou non, il y a tout ce que je viens de dire, mais également le fait que si au départ vous vous mettiez bien en position raccourcie anatomiquement avec le coude derrière l'épaule, mais qu'au fur et à mesure des répétitions, sans vous rendre compte, le coude va vers l'avant, vous faites balancier, ou que, enfin voilà, il y a des petits déchets techniques comme ça, et vous dites ah trop bien, j'ai gratté 2 répétitions, 3 répétitions, finalement non, vous vous êtes aidé, ça ne témoigne pas d'un réel progrès. Peut-être encore cette histoire non seulement de stabilité interne, de comment vous placez vous par rapport au sol, par rapport à la poulie. Faire attention également parce que vous voyez que j'ai la jambe droite en avant, la jambe gauche en arrière, que je fasse attention à ce que je sois vraiment aligné par rapport à la poulie et pas décalé, que la poulie soit comme ça et que le vecteur de force de tirage il soit très légèrement incliné sur un côté par rapport à l'autre, parce qu'encore une fois j'aurai un triceps qui prendra plus que l'autre, d'autant plus que là j'ai une corde dans chaque main, donc on peut se dire trop bien, meilleure amplitude, mais vu que la poulie, ça sert seulement à rediriger une force, le plus adéquat, encore une fois, ce serait d'être purement dans le sens du vecteur de la poulie pendant tout le mouvement pour avoir le maximum de tension et le garder. Maintenant, si vous commencez à mettre par exemple 2 cordes ou même une corde et qu'il y a une tendance horizontale qui va se mettre dans le mouvement, vous allez perdre de la tension et le mouvement va devenir plus compliqué sans avoir forcément plus de tension d'un point de vue anatomique. Ok, ça a du sens ce que je fais comme exercice. Ok, ça peut être intéressant pour optimiser le stimulus, mais assez compliqué à mettre en place, assez compliqué à standardiser. Et finalement, est-ce que c'est le plus pertinent d'un point de vue stimulus musculaire? Oui et non. C'est toujours une question, comme tous les autres exercices, de ce que vous avez à disposition dans votre salle, ce que vous voulez travailler, dans quelle position, qu'est-ce qui est le plus simple, qu'est-ce que vous aimez le mieux, etc., etc. Bon, et comme sur tous les exercices, on fait attention à bien contrôler le mouvement, on se place bien et ensuite on ne bouge plus, on cherche l'étirement et la contraction maximale vis-à-vis de ce que l'on veut et de ses capacités, j'entends bien. On retient bien l'étirement.
On fait une pause en pic d'étirement et ensuite concentrique plus ou moins explosive en gardant le bon positionnement. Petit rappel ne fait pas de mal, à chaque fois qu'on finit ces séries, son exercice, on n'hésite pas à tout remettre à sa place, à tout nettoyer. On pense au prochain et aux personnes qui s'occupent de sa salle. Ok, c'est la fin de cette séance upper. Je vais pas prendre plus de temps parce que si c'est trop détaillé, ça va être compliqué pour vous de vraiment comprendre, d'apprendre et pouvoir ensuite ajuster. Je ferai des vidéos plus précises pour parler à peu près justement de telle machine, pourquoi est-ce qu'elle a plus de tension dans telle position, comment bien paramétrer sa machine vis-à-vis de son mouvement, de comprendre peut-être un peu plus tout ce que j'ai pu dire d'un point de vue de la poulie. Peut-être que c'était un peu compliqué pour vous. Je ferai des vidéos plus détaillées. Là, c'est seulement pour donner un aperçu de comment j'effectue mes séances, de pourquoi je me mets dans telle position, pourquoi pour moi ça a du sens, d'un point de vue séquençage également. Bref, donner un aperçu général avec quelques tips que vous trouvez, j'ai l'impression, assez rarement dans d'autres contenus, donc ça pourra vous aider. C'est simplement montrer ce que je fais et pourquoi je le fais, pourquoi ça a du sens pour moi, donner des pistes de réflexion, mais ça n'aurait pas tellement de sens de copier ce que je fais ou d'essayer de refaire sans comprendre ce que vous pouvez réellement faire et ce que vous voulez faire. Et pour les plus vifs, si vous trouvez qu'il y a des faux raccords en termes d'environnement ou en termes de cheveux qui poussent, c'est tout simplement qu'il y avait pas mal de monde pour une séance, donc je ne sais pas vraiment les rushs que je garderai, mais j'ai dû mixer 2 séances upper finalement pour vous présenter cette correction. Je voulais également revenir sur le fait que pour certains exercices, que ce soit des exercices de tirage ou des exercices par exemple de premier hand deadlift, majoritairement des exercices où la poigne brachiale et brachio-radiale, donc on va dire certains fléchisseurs du coude pourraient être un facteur limitant vis-à-vis d'autres groupes musculaires qu'on voudrait vraiment prioriser, comme par exemple ischio et fessier avec RDL ou encore grand dorsal ou trapèze pour des exercices de tirage. Certes, il y a des sangles qui peuvent être pertinentes, mais également ce que vous pouvez prendre, c'est de la magnésie. Comme dans la dernière vidéo, j'ai fait la pub d'Activia sans vouloir vraiment le faire, et bien là, je vais vous montrer tout simplement ce que j'utilise, qui est de la marque Power Beast. C'est une magnésie liquide, qui veut dire que vous pouvez en appliquer sur vos mains, ça va sécher très rapidement. C'est une magnésie propre qui ne mettra pas des résidus partout. Cette magnésie-là, vous pouvez la trouver sur Amazon en grand format pour pas très cher et également un petit format qui vous est offert en même temps. Ça peut être très pratique parce que notamment, personnellement, si je mets des sangles, je pense notamment à mon Romanian deadlift, quoi qu'il en soit, au fur et à mesure des répétitions, je vais suer et même avec mes sangles, je vais glisser. Avoir de la magnésie me permet d'avoir un vrai bon grip, de ne pas du tout penser à ça comme facteur limitant et de pouvoir vraiment donner tout ce que j'ai à donner pour vraiment bosser ce que je veux bosser. Et également, je parlais des exercices de poussée où cela pouvait être pertinent d'avoir de la magnésie parce que sur les types de machines, comme j'ai pu vous montrer, que ce soit la chest press sternocostale ou la shoulder press pour les deltoïdes antérieurs en mid-range, vous avez un bord métallique pour chaque poignet et vous avez un embout en caoutchouc entre les deux. Et en fait, cet embout en caoutchouc, bon, encore une fois, c'est la machine qui est conçue comme ça et on peut rien y faire, mais cet embout en caoutchouc, il tourne un petit peu. On a parlé de l'intention de mouvement, on a parlé du fait qu'il ne faut pas pousser de manière totalement horizontale ou de manière totalement verticale, mais il y a des types de mouvements à prendre en compte à chaque fois. Pareil, avec cette histoire de sueur, même si je me positionne parfaitement, même si j'essaie de mettre la bonne intention de mouvement et de bien pousser en fonction de comment va se mouvoir la machine, à chaque fois, ça se termine, je vais bouger, soit au niveau de mon poignet, soit au niveau de ma largeur, bref, et ça va me désaxer au point de vue du poignet, donc pareil, il faudrait que je surcompense au point de vue du coude, c'est très gênant, ça me limite dans mes répétitions, il faut que je me replace, notamment par exemple quand je fais la shoulder press, lorsque je suis en pic totalement concentrique. En résumé, c'est pas du tout efficient vis-à-vis du mouvement et ça peut être même dangereux. Voilà, ça peut être pertinent d'avoir certains accessoires. Je fais une vidéo plus poussée sur les accessoires. Je sais que par exemple les sangles et la magnésie sont des accessoires qui me sont vraiment indispensables, mais songez également à parler à votre gérant, les gérants de votre salle de sport et savoir si c'est ok dans votre salle ou non d'utiliser de la magnésie. Si vous faites vraiment attention, que vous avez une forme de magnésie liquide comme moi, que vous en mettez peu, que vous mettez ça sur la poubelle, que les résidus par exemple vous frottiez vos mains au-dessus de la poubelle, que vous faisiez vraiment attention à nettoyer à chaque fois que vous faites quelque chose. À partir du moment où c'est pas ça, je vois pas pourquoi il y aurait des soucis. Revenir également sur l'effet des extensions triceps à la poulie haute pour focus majoritairement en position raccourcie. Je vous ai montré ici une variante que je fais actuellement, donc avec une corde dans chaque main pour avoir plus d'amplitude. Quand j'avais commencé ce mouvement à la base, je le faisais aussi en position raccourcie, mais avec une cuff que je mettais autour de mon poignet. Je mettais pareil extension d'épaule et je restais donc poulie, je me mettais quasiment de profil par rapport à la poulie qui était ici, coude derrière l'épaule. Je faisais point d'ancrage, point de pression sur la poulie ici, je m'appuyais et hop, j'avais juste à faire ce type de mouvement là. C'était vraiment excellent, c'était bien mieux encore une fois que ce que je vous ai présenté ici.
Mais eh bien, unilatéral, ça prenait 2 fois plus de temps. En termes d'ajustement, c'est pour ça que je suis passé sur un mouvement bilatéral pour bosser quasiment dans le même schème, même type de tension, même type de positionnement anatomique, peut-être moins pertinent que si j'avais fait l'exercice que je viens de vous montrer en unilatéral avec une cuff. C'est une question de faisabilité, disponibilité, également de temps que vous avez, de ce que vous préférez, de ce qui vous permettra une surcharge progressive la plus simple. Pas mal de facteurs, mais simplement pour mentionner. Revenir également sur le mouvement de chest press, où j'ai dit qu'il pouvait être intéressant de céder de l'énergie cinétique lorsque l'on se place pour directement pousser sa première répétition. Dans la grande majorité des cas, normalement, pour certaines machines, lorsque vous aurez une machine qui éventuellement, par exemple, sera dissociée au point de vue des prises, ce qui peut être beaucoup plus pertinent, c'est de céder d'accessoires annexes, comme par exemple des blocs de yoga. Vous pourrez prendre une poignée, la surélever, mettre le bloc de yoga, hop, faire pareil pour l'autre poignée, mettre le bloc de yoga également. Ensuite, vous placez, comme ça vous êtes dans une position où naturellement vous êtes moins étiré. Hop, vous vous placez bien, faites votre première répétition, paf, ok, vous êtes en position totalement concentrique. Il y a les blocs de yoga qui tombent de part et d'autre, et à ce moment-là, vous pouvez réellement entamer votre répétition, mais le placement initial a été très simple à mettre en place, et là, vous pouvez avoir l'amplitude maximale que vous voulez, sans être dans une position plus compliquée au début du mouvement et devoir générer de la tension en étant assez limité finalement. Voilà, on en reparlera également dans une vidéo plus typée accessoires et machines, mais je tenais aussi à le mentionner et pas simplement se dire qu'à chaque fois lorsque vous ferez vos exécutions, ok c'est comme ça, pas de peau et quoi qu'il en soit, no pain no gain, je me débrouille comme je peux pour commencer le mouvement. Il y a toujours manière de faire plus intelligemment. Bon après si vous êtes seul et si la machine est soudée pour les deux embouts comme moi, et bien voilà c'est pour ça que j'ai dit ça, on fait avec ce qu'on a. D'un point de vue prévention des blessures, également pour la shoulder press, où j'ai dit qu'il était important notamment de faire une sorte de rotation externe au point de vue thoracique afin de mettre le coude vers l'avant parce que vous pourrez avoir une bien meilleure amplitude, une bien meilleure stabilité et pouvoir générer également plus de force tout en étant mieux aligné avec ce que vous permettra comme type de mouvement la machine. Mais également, si vous faites bien attention et que vous essayez de faire le mouvement à vide, vous verrez que là, en position excentrique, sans mettre les tips que je viens d'énoncer, vous aurez une grande tension, un grand étirement au point de vue du long tendon du biceps. Si vous vous mettiez comme je viens de vous énoncer pour avoir une bien plus grande amplitude et au-delà de la stabilité de tout ce que j'ai dit, vous serez vraiment majoré en étirement sur le deltoïde antérieur et là vous n'aurez pas du tout d'étirement du biceps brachial. Et pour l'histoire des exercices pour le dos, que ce soit plus focus dorsal, iliaque, lombaire, thoracique ou encore trapèze, médian, inférieur, rhomboïde, teres minor et major. Comme on l'énonçait avec les sangles, est-ce qu'il serait plus pertinent pour tous ces types de mouvements de tout le temps prendre des sangles? Pour le grand dorsal, oui, mais par exemple pour les tirages plus focus, les trapèzes, se dire de ne pas prendre une prise prime, mais une prise comme vous pouvez avoir habituellement droite et mettre des sangles, avoir une prise en pronation, ce qui vous permettra justement de ne pas être limité par la poigne. Oui, ça peut être pertinent. Vous l'aurez compris, c'est un schéma plus global de ok, pourquoi est-ce que ça peut être plus pertinent pour moi? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça a du sens? Toujours penser à ne pas faire l'exercice pour faire l'exercice, mais à faire l'exercice pour une certaine utilité et peser le pour et le contre vis-à-vis des types de mouvements que l'on peut faire pour avoir les résultats que l'on veut parmi tous les mouvements qui existent et les manières de faire le mouvement. Et ensuite, eh bien, ok, si c'est plus pertinent de prendre une prise droite, pronation avec des sangles vis-à-vis de ce que je veux bosser qu'une prise prime comme actuellement je peux être, eh bien, ok, c'est un meilleur choix. Ok, préférable de le faire si tous les facteurs sont présents. J'ai fait tous les bilans de la journée, j'ai également fait toutes les corrections techniques de la journée, mais je vais tout de même vous laisser car je suis en train de travailler sur quelque chose que j'ai hâte de vous partager. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre la maison de muscles. Ok. Je ferai un post juste pour ça.